ici Stéphanie Simpson. Cette semaine, notre invitée Miss Chronobar, Rose-Marie Jarry. Reconnue pour ses exploits en athlétisme, ses années dans les Spartan Race, ses furets et son amour pour la cuisine. Dans cette entrevue, elle nous parle de son entreprise Chronobar, qui est à la base des Rosie Bar, je ne sais pas si vous en rappelez, ses défis qu'elle a eus au cours des dernières années et même ses moments les plus sombres qu'elle a vécus. C'est une entrevue franche, sans trop se prendre au sérieux et avec le grand sourire. Restez jusqu'à la fin pour bénéficier d'un code promo pour pouvoir essayer ces merveilleux produits, les Chronobars. Merci encore pour votre support, soit via Facebook, iTunes ou YouTube. Et maintenant, nous sommes également sur Instagram. Le podcast devient de plus en plus connu, alors on aimerait vraiment avoir vos commentaires et vos impressions afin de nous améliorer ou même avoir vos suggestions. Merci de nous les envoyer, ça nous aide vraiment. Alors voici Rose-Marie Jarry, bienvenue aux machines. Rose-Marie Jarry, merci d'avoir accepté l'invitation de venir aux machines. Ça fait plaisir. Tu tombes à point parce que, comme on l'avait dit, on était à Caroline Côté la semaine dernière. Beaucoup d'auditeurs avaient des demandes pour des femmes entrepreneurs sportives parce qu'il y a plein de gars qui sont venus à l'émission. Mais pas de femmes. Mais pas de femmes parce qu'on invitait des femmes, mais finalement ça donnait pas ou c'était moins propice. Puis là, ben, on a... T'as accepté les jumelles. T'es très connu dans le milieu de la course à pied, dans le milieu de la nutrition aussi pour ton entreprise, qui sont les bars Chronobar. Ouais. Parle-nous un petit peu de qui tu es, puis aussi de ton entreprise à part ça, comment ça a commencé. Mon Dieu, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On a pas une heure, hein? Je pourrais commencer. Ben, dans le fond, moi, j'ai 35 ans maintenant. J'ai commencé les bars, j'avais 22, 23 ans. J'ai commencé, en fait, moi, pour te donner un petit peu mon parcours, là, j'étais allée à l'ITHQ. J'ai gradué en 2004. Et puis, j'étais comme chef pâtissière. Fait que mon but, c'était de créer des collations, des pâtisseries santé à l'époque. Puis, mais je voulais pas trop m'embarquer dans j'aurais aimé ça avoir un pied à terre, un petit comptoir avec créer des collations, des pâtisseries santé un petit peu révolutionnaires. J'étais un petit peu le mouton noir de l'école. Là, comme je voulais pas utiliser le sucre blanc, puis la farine blanche, le beurre, le shortening. Non, c'est ça. Mais les professeurs tous des Français, puis il y en a qui m'aimaient pas. Fait que dans le fond, moi, j'aurais voulu faire ça, mais j'ai grandi dans une famille dans une entreprise, dans le fond, une auberge puis un restaurant. Ouais. Puis j'ai vu à quel point c'était demandant de toujours être là pour les clients. Puis ma mère était tout le temps là. Il y avait pas de break, là, tu sais. Ouais. Fait que dans le fond, si j'avais ouvert quelque chose, il aurait fallu que je sois là du matin au soir. Puis c'est ça. Puis sûrement, jusqu'à temps que j'ai assez d'argent pour pouvoir engager quelqu'un qui me remplace, mais tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Fait que je voulais pas m'embarquer là-dedans. Fait que j'ai décidé de créer des collations dans la nutrition sportive parce que j'étais déjà dans le domaine en athlétisme. Puis que, dans le fond, j'allais revendre dans des magasins qu'eux allaient vendre le produit pour moi. Fait que c'était un petit peu ça c'est comme ça que j'ai commencé en 2005. Mais c'était pas les bars qu'on connaît, là. Non, ça s'appelait Rosie Bar. Ouais, je me rappelle. Je faisais tout à la main, là, pas loin d'ici. En fait, j'ai commencé sur Iberville, Sherbrooke. J'avais un petit appartement, là, dans l'immeuble de mon père. Puis, j'ai fait ça pendant 5 ans à la main. On parle quand je m'étais modernisée, là, je faisais 24 bars à la fois. Puis après... Ça, c'était comment, ça prenait combien de temps, ça, pour faire 24 bars? C'est une bonne question. Mais tu sais, mettons, il fallait que je pèse mes ingrédients pour une batch de, 80 bars environ. Là, j'avais un robot pour broyer. Fait que là, je mettais tous les ingrédients, ça broyait ensemble. Après, je prenais le mix, puis je le pesais, je le séparais peut-être en 3 batchs. Je le mettais sur un moule qui pressait 24 bars à la fois. Là, je pressais la machine pour faire descendre la presse puis écraser les bars. Puis là, après, j'avais une lame pour couper. Je prenais chaque barre, je les mettais sur un petit carton blanc, puis j'avais les emballages pré-imprimés, puis ça, c'était ma dernière version d'emballage, parce qu'au début, je faisais tout à la main, là, comme des petites barres de chocolat enrobées avec un papier autour, là. Puis, c'est ça. Puis, j'avais un emballage imprimé qui était pré-scellé de chaque côté, sauf un, que là, je mettais la barre dedans. Puis, j'avais une petite machine pour sceller, comme un petit tapis roulant, là. Ah ouais. Puis, puis je recommençais, je repressais, je recoupais. C'était beaucoup d'heures par jour quand même. Là. Ouais, c'était beaucoup de travail, là. C'était vraiment beaucoup de travail. Puis là, je faisais la mise en marché aussi. Je faisais tout, là. J'ouvrais les points de vente. Les livraisons, au début, c'est tout moi qui les faisais. Maintenant, je fais plus ça, là. Une chance. Mais, tu sais, pour te donner une idée, Rosie Bar, à la fin, j'avais 5 saveurs. Puis, dans ma dernière année, je faisais environ 50 à 55 000 bars par année, à la main.
Wow. Ouais. Puis dans la dernière année, j'ai décidé j'étais vraiment tannée de faire ça, c'était ultra répétitif, là. Fait que j'ai travaillé sur le projet de Chronobar, puis j'ai trouvé un manufacturier à Montréal, puis une firme de marketing, on a changé le nom à Chronobar, ça c'est une question de marketing, là. L'idée Chronobar, est-ce que c'était de toi ou c'est le marketing? C'est eux qui m'ont suggéré. En fait, ils m'ont fait 3-4 suggestions, plusieurs types de design, puis moi, j'ai fini par choisir celui-là. Puis je pense que c'était quand même un bon choix. J'ai eu quand même beaucoup de commentaires des compliments sur des gens là, par rapport à mon trademark, là, comme c'est un bon trademark. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que j'ai commencé Chronobar ça a été prêt en 2009-2010. Fait que depuis ce temps-là, c'est Chronobar. C'est plus moi qui l'ai fait. C'est fabriqué, c'est mes recettes, là. J'ai créé les recettes, sont fabriquées à Ville-la-Salle, dans une usine, pour moi. Cool. Ouais. Fait que finalement, l'idée des bars de nutrition sportive, ton idée de la nutrition sportive, c'est venu de ta passion pour la course à pied, parce que tu étais une des coureuses les plus rapides de 800 mètres au Québec pendant longtemps. Mm-hmm. Je sais pas si le Spartan Race est venu à travers tout ça, je pense. Il est venu après. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait de l'athlétisme je dirais, secondaire 4, plus officiellement, secondaire 4 jusqu'en 2009. Puis en 2009, en fait, depuis 2004 à 2009, j'ai eu vraiment beaucoup de blessures à répétition. Je passais comme presque 6 mois de la saison dans la piscine à m'entraîner en aquajogging. Puis j'étais vraiment tannée. Fait que là, à un moment donné, j'ai juste arrêté l'athlétisme. J'ai pris une pause de au moins 6 mois. Puis là, après, c'est là qu'en 2010, le circuit Spartan a commencé à sortir puis à être populaire. Puis j'ai commencé dès le début, j'ai essayé ça pour le fun, puis je m'entraînais pas plus que ça, là. Puis ça a commencé j'ai commencé à devenir accro, comme on dit, là. Puis j'en ai fait comme plus que 70 de 2010 à 2013, en fin 2013. Est-ce que t'en fais encore? Ou? Non, j'avais arrêté 1 an et demi parce que j'avais une blessure sérieuse à un genou. J'avais recommencé, j'en ai fait un peu en 2015, mais juste au Québec. Puis j'avais comme perdu un petit peu la piqûre, là, en fait. Puis je m'ennuyais de la vitesse. Parce que moi, dans le fond, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je faisais 400-800, moi, sur piste. Puis là, tu sais, je passais à quelque chose que souvent, tu courais presque pas. C'était quasiment de l'escalade, de la marche rapide. Tu courais certaines sections, mais c'était à peine, là. Donc, je suis retournée cette année, cette saison-ci, en athlétisme sur 800. Master. Puis ça fait quoi être master? C'est 35 ans et plus, on a changé de catégorie, là. Dans le fond, c'est les vieux, là. Senior, c'est 19 ou 20, je pense, jusqu'à 34. Puis après ça, à 35, tu deviens master. Fait que c'est ça, tu compétitionnes. Mais encore avec très rapide vieux. quand même. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis dans le début de la catégorie, on s'entend. Puis la vitesse, ça a toujours été un peu ma force puis ma passion. Fait que je m'en tire encore bien. Mais c'est ça, comme sûrement vous avez vu passer sur Internet, mon objectif, là, je me suis donné un objectif, vu que j'ai recommencé le 800. 2 minutes 20, c'est ça? En dessous, là, j'ai fait ça cette année. Okay. C'était ma première année de retour à l'entraînement pour ça. Puis, mais là, je veux briser 2,15 en 2020. Parce qu'il y a les championnats du monde master. Puis c'est à Toronto, fait que c'est proche, là. Fait que je veux participer puis faire un podium. Fait qu'il faudrait que si je brise 2,15, je devrais être correct. C'est mon objectif. Ça représente quoi sur des cours? Nous autres, la course long, endurance. Très long. Du long, pas très vite. Toi, tu fais du cours rapide. Ouais. Ça représente quoi de retrancher 5 secondes sur un 800 mètres en fait d'entraînement de préparation? C'est beaucoup. Je te dirais, cette année, en fait, je pense que j'aurais pu faire en dessous de 2,20. J'aurais voulu, tu sais, comme 2 fois, je pensais que j'allais vraiment... en fait, la saison est vraiment courte en athlétisme, tu sais. Je pense que j'ai fait 5 courses, 5 800, tu sais, puis c'est fini déjà. Okay. À moins que j'aille compétir à l'extérieur en Europe et tout ça, mais là, en tout cas, vu que je recommence, ça vaut pas nécessairement la peine tout de suite, là. Mais je te dirais que j'aurais été capable, je pense, de faire 2,18, 2,19 cette année. J'ai eu de la misère encore avec un tendon d'Achille depuis le mois de mars qui m'a mis on and off d'entraînement. Puis là, dans le dernier mois et demi de ma saison, je courais à peine 1 fois semaine. Puis je faisais des compétitions, tu sais, juste pour garder un peu je faisais un entraînement spécifique, je peux garder un peu la vitesse, puis le reste, je faisais du cross-training. Fait que c'est sûr, ça m'a pas aidé pour atteindre mon objectif de briser le 2,20 cette année, mais je pense que ça aurait été faisable. Puis je te dirais, briser 5 secondes, couper 5 secondes d'ici 2020, c'est faisable. C'est faisable. Je fais
les choses comme il faut, puis je me tiens loin des blessures. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est surtout ça. Sage. Mais je te dirais, tu sais, dans le temps, si je compare à ce que je courais dans le temps, mon meilleur temps, c'était 2,9,0. Ouais. J'avais 24 ans, je pense, quand j'avais fait mon meilleur temps, mais j'ai couru souvent 2,10 plein de fois, là, 2,10, 2,10, 2,10. Mais non, ça se fait. Je pense que, tu sais, cette année, j'ai commencé la saison avec ma première course. C'est mon premier 800 depuis comme 10 ans. J'avais jamais fait. Puis il faisait super pas beau, là. C'était au mois de mai. À Claude Robillard, il ventait comme ça se peut pas. Les tentes partaient au vent. Il pleuvait à souhait. Il faisait comme 8 degrés. J'étais comme, oh my god. C'est les pires conditions pour recommencer. J'étais comme, qu'est-ce qu'il faut on est là, on le fait. Puis c'était correct. J'avais fait 2,30. J'étais comme, c'est correct, je l'ai fait, tu sais. Puis après, j'ai fait 2,22 l'autre course d'après. Puis là, après, 2,20. Puis là, après, j'ai aussi 21, 22, 20. En tout cas, fait que... Non, je pense que ça se fait, là. Mais c'est sûr que quand tu parles de 2,30, pour se rendre à 2,20, c'est beaucoup plus facile, là. Mais je pense que quand t'es proche de 2,15, là, ça commence à être... Si je me réfère à ce que je faisais dans le temps, j'ai resté longtemps à... C'est la première fois que j'avais cassé le 2,15, j'avais fait 2,14,99 à Boston. J'étais comme, yes! Tu sais, j'ai cassé le 2,15. Puis après, dans le fond, j'ai cassé juste une fois le 2,10. Puis par beaucoup quand même, par comme une seconde et quelques, ce qui est quand même relativement beaucoup pour un 800 là, quand t'es rendu là. Est-ce que tu le sais généralement dans une course aussi courte que ça, tu sais que... Ça va bien aller ou non? Ben, rendu, tu sais, parce que dans le fond, t'as pas de marge d'erreur là-dedans. Sur un marathon, t'as une marge d'erreur parce que tu fais, écoute, c'est pas les moins bien 1 kilomètre puis tu peux te reprendre, mais là, t'as zéro chance de te reprendre là-dedans. Pas bien. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est pas une, c'est une foulée que t'as faite. Ouais, tu le sais. Tu vois, c'est tout dans le départ aussi. Comme je te dirais, la dernière course que j'ai faite à Québec, les provinciaux, il y a peut-être 3 semaines, un mois, je pensais que j'allais avoir en dessous de 2,20, juste comme peut-être 2,19, je sais pas. Puis j'étais bien partie, je me sentais bien. Techniquement, j'étais rendue... Tu sais, aussi, c'est une course très technique, c'est ça que j'avais demandé, ouais. Fait que, tu sais, faut t'apprendre ça quoi avec les autres autour de toi. Puis ça aide qu'il y ait des gens autour de toi, mais en même temps, ça peut te nuire, tu sais, parce que c'est très spécifique la position faut que tu prennes dans la course. Faut pas que tu te fasses emboîter, c'est-à-dire être à l'intérieur puis d'être pris. Puis là, t'as plein de filles en avant ou de côté puis en arrière. Puis là, comme soit que tu peux pas aller plus vite ou tu peux pas te dépasser, ou pour dépasser, faut que tu ralentisses, tu fasses le tour puis tu contournes tout le monde. Tu perds évidemment d'énergie puis du temps, ça a l'air de rien, mais quand tu vas à cette vitesse-là, ça casse un peu le rythme dans les jambes. Je pensais que j'allais faire en dessous de 2,20, puis je me suis trompée, j'ai fait 2,20. Mais tu vois, je sais pas, j'étais bien partie. Je pense que le départ a une grosse impact. C'est sûr, si tu pars trop vite pour ce que tu es capable de faire dans le moment, ça vient aussi jouer parce que là, après, le deuxième tour, je dirais le pire, c'est de 450 à 600 qui est le plus dur. Comme quand t'es rendu à 6, tu te dis, OK, il reste une courbe, là, c'est comme all out, là, puis c'est comme après, là. C'est fini. Ouais, je me débrouillais bien, tu vois, cette année, là, dans le dernier 200, c'est là, j'allais rechercher comme du monde d'habitude. Mais je te dirais que de 450 à 6, on dirait que moi, j'avais pas l'impression de temps de ralentir, mais je ralentissais, tu sais, puis c'est là que puis il y avait souvent du vent, puis le vent, ça fait une grosse impact, là, même si c'est pas tant que ça, quand tu l'as d'en face, là, puis tu veux essayer de faire... Surtout à ces vitesses-là. Ben, c'est ça, tu essaies de rentrer un 100 mètres en, je sais pas, 16, là, ben, quand tu l'as en pleine face, puis t'as déjà de la fatigue d'accumuler, ben, ça te ralentit sans le savoir, là. Fait que, c'est sûr qu'à chaque temps de passage, tu les entends, puis t'es comme, oh merde, comme, j'étais un petit peu trop lente, là, t'es correct. Fait que, tu sais, c'est vraiment une course un peu... Ben, c'est stressant en même temps, là. C'est le fun que tu vas retourner pour tes premières amours pour l'athlétisme. Ouais. Pour les auditeurs qui écoutent un pace de 2020 sur un 800, sur 2015 sur un 800 mètres, c'est combien du kilomètre? Je pourrais le monde va être sur un kilomètre. C'est une bonne question. Si t'as pas réponse, on le mettra dans le lien, parce que moi, j'essaie de calculer voir quand je m'entraîne. Je pense que c'est dans les 2,30. Du kilo? Ouais, quelque chose comme ça environ. Entre 2,20 et 2,30, je pense. Je vais calculer pour le fun, on le mettra dans le... C'est une bonne question. Parce que tout le monde qui s'entraîne à course à pied, c'est toutes des paces. C'est combien tu cours du kilomètre? Ouais, nous, on se rend même pas 1 kilo. On le mettra au défi monde d'essayer de voir c'est quoi leur kilomètre le plus rapide. Je sais même pas si 800 mètres en 3 minutes, même en 3 minutes, je suis capable de faire ça. Ben, je sais que c'est un entraînement de marathon, ça. Souvent, les gens, ils font comme 10 fois 800 là, en 3 minutes. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai ça comme référence, là, mais en bas de ça, je pense que je meurs. Si je te dis que l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas un sprint,
Comment, Ouais. comment tu vois ça, puis comment tu fais un parallèle par rapport à toi, ce que tu fais présentement? Parce que là, tu es dans la distance, c'est la vitesse pure, là. C'est quoi le parallèle que tu fais à l'entrepreneuriat quand tu regardes ça? Ben oui puis non. Je te dirais, tu sais, comme c'est sûr que le 800, c'est rapide. Par contre, il faut apprendre à être patient aussi pour, mettons, s'améliorer. Je te dirais pas dans la même course, mais mettons, au fil des années, puis mettons, je me réfère à dans le temps quand dans le fond, mon but, c'est toujours de rester sur le programme d'excellence puis d'être élite sur le programme d'excellence. Tout ça. À chaque année, à chaque fois que tu vieillissais d'un an, fallait que tu atteignes un standard qui était toujours un petit peu plus rapide. T'sais. Fait que mon but, c'est toujours de m'améliorer un peu plus, bien évidemment. Et puis, ça prend de la patience, puis je dirais de la détermination, puis tu sais, au travers les blessures, puis tout ça. C'est vraiment... Bon, tu savais un petit peu c'est quoi les blessures, tout ça, j'imagine. Mais je te dirais que c'est peut-être une distance rapide que je fais. Par contre, le but, c'est de toujours m'améliorer à chaque fois, puis je fais des courses plus souvent que, mettons, tu sais, vous allez pas faire un marathon à chaque semaine, dans le sens que moi, je pourrais faire un 800 à chaque semaine durant la saison de l'été, ou même des fois 2 fois dans la semaine si ça tombe comme ça, la période de compétition. Fait que je pense que c'est vraiment, moi, je comparais ça plus à de la persévérance puis de la patience pour être capable d'atteindre son objectif. Faut être patient. Faut pas vouloir brûler des étapes non plus, ni en entrepreneuriat, puis ni au 800. Faut pas comment dire ça, là, quand tu t'entraînes trop, là. C'est ça, se brûler. Puis aussi, on s'entend pour être au niveau que tu as été en athlétisme, ça prend une certaine discipline. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé là, au niveau de... Quand la business? Ouais, c'est ça. Probablement. Je sais pas si je suis juste comme ça naturellement. C'est sûr que ça prend une certaine discipline. Surtout pour faire des bars maison. Là. Ouais. Je pense que j'ai grandi dans une entreprise familiale. J'ai été habituée à travailler jeune. J'ai pas toujours aimé ça. Mais je pense que ça vient un petit peu de là, le fait que j'ai appris jeune un petit peu à la dure, si on peut dire ça comme ça. Comme je suis habituée de travailler, fait j'imagine que ça l'a aidé aussi. Ça l'a aidé mon entraînement, ma discipline, ça l'a aidé aussi ma business. De pas... Puis l'entraînement, souvent, ça a été difficile. T'sais, le 800, je n'avais pas essayé, mais c'est une épreuve. Il y en a qui disent que c'est une des épreuves les plus difficiles parce que, bon, t'es en acide lactique total, puis les entraînements, c'est terrible. Des fois, je m'entraînais, je me disais, mon Dieu, pourquoi j'ai choisi cette épreuve-là, tu sais. Ouais. T'as envie de vomir, puis t'es juste comme, t'as de l'acide qui te monte jusque entre les 2 yeux, puis t'as mal aux gencives, puis c'est juste, ouais. Aïe, aïe. Fait que, tu sais, en entreprise, tu sais, souvent, j'ai eu des moments vraiment difficiles. J'ai pleuré souvent, on peut pas se le cacher, là, comme, j'étais souvent tout seul au début, fait que c'était comme courir un 800 dans le fond, là, mais peut-être pire, en fait. J'aime mieux le 800, je pense. Je reviendrai pas nécessairement en arrière pour repasser toutes ces étapes-là. Je pense qu'il faut peut-être un tempérament pour les différents types de courses qui existent, comme le 800 mètres, il faut que tu aies un tempérament un peu de cheval pour ça. C'est dans le fond, puis ça lâche pas. Mais l'entrepreneuriat, tu sais, je réfléchis pendant que je te parle parce qu'on dit que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Mm-hmm. Mais en même temps, je disais cette semaine que l'entrepreneuriat, en même temps, faut que tu bouges rapidement parce que, tu sais, je sais pas si tu l'as vécu dans ton domaine, c'est qu'il faut que tu t'ajustes rapidement. La compétition, surtout dans le détail, dans ce que tu fais. Ceux qui ont plus de budget, ils prennent tes idées avant. La compétition embarque, ils vont le faire avant toi, pendant que toi, tu n'as pas les moyens pour faire ça rapidement. Exact. Ça, je l'ai vécu. Tu as vécu ça? Ouais. Comment ça se passe? Ben, tu sais, mettons, si on se compare à quand j'avais commencé avec Rosy Bar au début, les autres bars à la main, là, j'étais un petit peu avant-gardiste avec mon produit. Ça n'a pas développé super rapidement parce que comme je disais, j'étais toute seule pour tout faire, puis je partais d'un budget je terminais l'école, puis c'était pas mal ça, là. J'ai pas eu des parents qui m'ont mis plein d'argent dans mon compagnie ou j'ai pas nécessairement eu d'aide financière comme telle, j'ai vraiment tout fait par moi-même. J'avais mon frère au début qui m'aidait à travailler avec moi, qui faisait tout ce qui était la paperasse, puis finance, et qui m'aidait beaucoup avec ça, une chance, parce que sinon j'aurais pas voulu faire ça, là. Puis dans le fond, je me souviens plus, c'était quoi ta question? Je disais, ben en fait, je parlais de la compétition, tu sais, le fait que justement, faut que tu parce que moi, j'avais plein d'idées, mais en même temps, dans le fond, c'est ça, ma force, c'est la créativité, puis ça. Fait que là, j'avais pas le choix de faire toute l'administration, même si c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça, mais t'as pas le choix au début, tu sais. Mais j'avais plein d'idées, tu sais, moi, je rêvais à juste faire plein d'autres affaires, mais j'avais pas nécessairement le budget pour le faire, puis je me disais, OK, je vais faire ça, puis après, tu voyais une autre grosse compagnie, mettons, n'importe quoi, Kellogg, qui sort une barre, telle façon, je suis comme, c'est moi qui voulais faire ça, tu sais. mais tu sais, eux, c'est rien, là, ça repérer le bord, tu sais, comme les tendances, le sans gluten, le ci, le ça. Fait que, tu sais, ça va super vite, c'est comme maintenant, le trend, c'est le vegan. Ouais.
Je pense qu'on est quand même, tu sais, moi, mes bars sont vegan, sans soya, sans noix, sans arachide, pas de gluten. En tout cas, vraiment hypoallergénique. Fait que on est quand même dans une niche spécialisée qui a pas beaucoup de trends qui offrent tout. Ben, en fait, j'en connais même pas qui offrent tout ça en même temps. Il y en a qui offrent un point ou deux, mais ils ont pas tous les aspects en même temps. Fait que là, je suis un petit peu en avance par rapport à ça, mais je veux dire, ça va super vite, là. Ça suffit que c'est des grosses compagnies, des grosses multinationales, faut que tu t'ajustes, ça. Faut essayer toujours de penser un peu plus loin. Comme maintenant, je suis dans une position un peu mieux par rapport à la business, vu que j'ai des partenaires d'affaires qui sont fiables. J'ai un petit peu plus de budget. Fait que moi, mon but, c'est d'essayer de trouver aussi d'autres idées avant-gardistes. Mm-hmm. Puis pour les prochains produits qui s'en viennent, c'est avant que c'est sur les autres grosses compagnies qui les sortent, t'sais. Fait. Mais oui, il faut réagir vite parce que malheureusement, c'est... Ouais. Puis... en fait, des fois, tu as l'impression que tu as ton produit que tu as fait qui était avant-gardiste, parce que on reviendra là-dessus, mais les bars, quand tu as commencé à les faire, qui étaient vegan, ils étaient comme ça dès le départ, right? Ben, j'étais pas sans noix, parce que en fait, moi, mes anciennes bars avaient des noix, mais dans le fond, je suis devenue sans noix, sans arachide, parce que le manufacturier que j'ai trouvé qui voulait travailler avec moi, qui a accepté de travailler avec moi, même si c'était super petite pour lui, là, ça avait aucun sens, là. Ben, lui, son usine était sans noix, sans arachide. Fait que j'ai comme été obligée de rechanger mes recettes. On s'est adapté aussi avec la machine qu'il y avait. On a retravaillé pour arriver à quelque chose qui était faisable dans son usine. Mais oui, ça a toujours été vegan, par exemple. Puis, cette limitation, l'huile de cette entreprise-là, ça a été positif dans le fait qu'il dit, écoute, tu peux pas mettre de noix, finalement, ça a été ça. Ben, au début, ça me fatiguait un peu, tu sais. C'était comme, là, tu sais, il fallait que je change mes affaires. Puis, après, ça m'a moins dérangé. Je trouvais quand même des saveurs originales, dans le fond, parce que tu vois souvent les saveurs peanut butter, ben, tu sais, chocolat, beurre à peanut, tu sais, c'est toujours des affaires dans le même qui des grosses marques. Fait que, dans le fond, je me démarquais en trouvant des saveurs plus originales. Mais tu sais, au début, ça me fatiguait un peu. Mais maintenant, ça me dérange pas du tout parce que dans le fond, c'est un avantage. Et de plus en plus, j'entends du monde comme, on est allergique aux noix, aux arachides, merci d'offrir un produit qui certifie ça, tu sais. C'est devenu un avantage. Ouais. Puis qu'est-ce que ça fait d'avoir été cité, là, je pense que c'était dans la presse, comme une des meilleures bars. Quand tu regardes aussi tout ton parcours en arrière, là, des 10 dernières années. Ben, c'est sûr que ça a été vraiment un bel article. On était super contents, là. Tu sais jamais à quoi t'attendre comme article, qu'est-ce qui va sortir. C'était en compétition, je pense qu'ils testaient des bars avec d'autres bars canadiennes, c'est ça? Hein? Principalement. Ben, il y a eu 2 articles différents. Il y en a une dans le magazine Découverte. Il y a pas longtemps, au mois de juin, juillet, là, qui testait une coupe de bars puis donnait une note. On était chanceux quand même, on testé 2 de mes bars puis dans ma marque. Fait que les autres, il y avait juste comme une saveur, mettons, là. On a eu toujours comme 4 sur 5 ou 4.5 sur 5. On a quand même eu une belle note par rapport à ça. Mais l'autre article dans la presse que tu parlais, c'était vraiment, me semble qu'elle comparait pas, elle ciblait pas de marque précise de compétiteur, mais c'est juste qu'elle parlait de son expérience personnelle, comme quoi, tu sais, elle avait de la misère à trouver des produits qui goûtaient bon. Ouais. Elle était vraiment contente de trouver que c'était une des meilleures bars. Ça a vraiment eu un bel impact, je te dirais, au niveau des ventes, ça c'est certain. Non, c'est sûr, c'est toujours, c'est le fun de lire ça, mais en même temps, pour répondre à ta question, là, c'est dur. Je pense j'apprécie pas assez je le sais, j'apprécie pas assez qu'est-ce que j'ai accompli. Puis, c'est parce que quand t'es tout le temps dedans, c'est dur de voir vraiment qu'est-ce que t'as accompli. Tu sais, souvent, les gens sont comme, oh wow, je vois tes bars partout, c'est le fun, tu dois faire plein d'argent. Je suis comme, non, pas encore, là. Mais tu sais, ils sont comme, wow, c'est hot. Je suis comme. Toi, tu vois encore la fille dans la cuisine. Ouais, tu sais, je suis peut-être dur un peu avec moi-même aussi. C'est souvent comme ça, les athlètes aussi, comme, bon, tu fais une performance, c'est comme, bon, ok, c'est correct, là, mais la prochaine fois, je vais faire ça, ou j'aurais voulu faire ça, tu sais, on se tape toujours un peu dessus. Mm-hmm. Mais là, j'essaie d'être plus optimiste, puis plus positive. Mais ouais, puis d'apprécier un peu plus qu'est-ce que je fais. Mais c'est vrai que quand tu prends du recul, puis tu te dis, ok, wow, tu sais, c'est par rapport à moi, là, tu sais, c'est le fun. Faut apprendre à apprécier. La question tantôt je te posais, puis que finalement j'ai embarqué sur d'autres choses, mais que je voulais savoir, c'était justement ta barre, t'es-tu arrivé dans ta carrière où t'as dit, fuck, ils ont pris mon idée? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Je pourrais te donner, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Mais je trouve ça juste vraiment drôle. Je vais citer un exemple comme, il y en a sûrement eu d'autres avant, mais je me souviens plus live, là. Mais récemment, j'ai vu sur Instagram un post de Vega, qui est un de mes compétiteurs assez direct là, dans sa philosophie de produit.
il dit on va sortir bientôt une nouvelle barre croquante, caramel salé, puis menthe chocolat. Puis j'étais comme quoi? Puis moi je venais juste de sortir ça, tu sais. Je pense pas nécessairement qu'ils m'ont copié parce que tu sais le délai, mais c'est juste que je me disais c'est comme la même chose que moi, là, vraiment la même chose que moi, puis croquante en plus. Puis je dis bon, là, ça va avoir l'air comme si moi je les ai copiés, mais au moins moi je suis sortie juste avant, tu sais. Mais en tout cas, des fois il y a des affaires comme ça. C'est temps de les appeler, de dire je peux vous faire vos barres, puis je suis les packager. Ouais, c'est ça. Exact, mais bon, c'est sûr, c'est déjà arrivé. Puis on travaille pour des gels, dans le fond, qu'on veut sortir le plus tôt possible. On aurait déjà voulu les avoir, mais c'est toujours un peu plus long qu'on veut. Ça va être des saveurs le fun. Ouais. Pas genre bacon et... Ah, non, pas de bacon. Faut que ça soit vegan. Simili bacon. Ouais, c'est ça, Simili bacon. Non. Pour les vegans qui aiment le bacon. Non. Mais, tu sais, j'ai regardé des... j'ai eu comme une idée... je trouvais que c'est une idée originale parce que dans le fond, il y avait personne ici dans les gels qui faisait ça. Puis là, ça va sortir... on va voir ça pour fin septembre, là, pour le marathon de Montréal. Faite à base de fruits, mais à base aussi de patates douces. Puis de sirop de coconut nectar, là, le sirop de noix de coco. Puis c'est ça, dans le fond, les gels, c'est toujours de la maltodextrine ou du sucre, en tout cas. C'est pas des ingrédients comme que moi, je considère super intéressants pour le corps, pour la santé. Fait dans le fond, on a sorti ça. Puis là, après, je parlais avec un de mes amis, je pense avant hier, là, mercredi, avant la course de DDO. Ouais. Là, il dit, telle marque j'ai vu en Californie, regarde ça. Puis là, je regarde. Puis là, ils font la même chose avec du sirop de noix de coco aussi. Puis j'étais comme, non, c'était mon idée! Mais ils sont pas ici encore. Puis je dis, OK, c'est bon, je vais être la première. Je vais être la première ici avec ça. Puis je dis, mais eux, ils ont pas de patates douces. Puis là, je descends, ils ont comme 10 saveurs. Puis là, je descends, puis il y a une saveur, c'est patates douces. Je suis comme, bon. Fait que c'est toujours comme ça, tu sais. Ouais, ben le monde est quand même grand. Fait que tu penses tout le temps que t'es la seule personne qui a pensé à ça. Mais tu sais, ça fait super longtemps que je veux faire ça, mais dans le fond, encore là, c'est une question de marketing puis de budget, de pouvoir, tu sais, sortir un produit, ça coûte quand même cher. Ouais. Ce qui coûte cher, c'est l'impression des emballages puis tout ça. Fait que tu t'en fais pas juste imprimer 500, là, c'est une couple de 100 000 à la fois. Fait que il y a beaucoup de cash flow qui dort dans l'inventaire de packaging puis tout ça. Fait qu'encore là, pour avoir l'opportunité de faire un nouveau produit, faut que tu sois prête financièrement pour le faire. Fait ça fait longtemps que j'avais l'idée, mais l'opportunité était pas encore arrivée. En tout cas, c'est pas grave, on sera deux. Qu'est-ce qui a été ton plus gros challenge étant formé l'ITHQ? T'avais une business familiale, mais t'étais-tu vraiment une fille d'affaires quand t'es tombée là-dedans avec tes bars? Ou gérer une entreprise avec t'as des employés maintenant? Ben oui puis non, j'ai pas d'employés. Dans le fond, j'ai des partenaires. Okay. C'est très nouveau, c'est depuis le mois de janvier. J'ai déjà eu des partenaires on and off. Ça a été vraiment pas des belles expériences. Par contre, j'ai fini par trouver des partenaires d'affaires qui travaillent avec moi au quotidien. J'ai eu beaucoup d'offres pour faire des investissements comme un investisseur silencieux dans la compagnie. Mais moi, ce que j'avais besoin, c'était des gens qui travaillent avec moi. Tu sais, j'étais vraiment tannée de tout faire moi-même. Fait que... Est-ce que tu as besoin de gens aussi qui comptent tes lacunes au niveau de l'entrepreneuriat? Ben, parce que moi, je suis entrepreneur aussi, puis je fais pas tout seul, j'ai des lacunes, tu sais, comme c'est ça, tu sais. C'est sûr qu'au début, j'avais pas le choix. Mon frère, il m'aidait beaucoup aussi, pour faire justement tout ce qui était paperasse chiffre, pour m'aider puis me guider là-dedans. Mais, tu sais, c'est sûr que moi, ma force, c'est la création, c'est, bon, les ventes, un peu, j'ai pas le choix parce que il fallait que je le fasse puis je suis capable. Tu peux pas juste les faire, c'est pas ça que j'adore, tu sais, ouais. C'est ça, exact. Exact. Malheureusement, moi, j'aimerais ça juste l'ancrer des nouvelles, là, puis quelqu'un, mais là, ça s'en vient un peu comme ça. Tu sais, là, j'ai du monde qui s'occupe de gérer justement ce qui est pas nécessairement, ce qui est pas mon intérêt puis ce qui est moins ma force. Mais, tu sais, je l'ai fait pendant plus que 10 ans. Ouais. 12 ans, genre. Fait que, c'est ça. C'était quoi ta plus grosse force pour réussir l'entrepreneuriat puis ton plus gros défi là-dedans dans la gestion de l'entreprise? Mon plus gros défi, je te dirais de pas laisser tomber. Mais en fait, même si ça m'est passé souvent par la tête, de juste comme... Mais en même temps, ça me passait par la tête, mais en même temps, je me disais non, c'est pas une option, tu sais. C'est ridicule avec tout le temps que j'ai mis puis où est-ce que je me suis rendue, je peux pas juste abandonner là, tu sais, mais c'est pas l'envie qui me manquait des fois, tu sais, quand c'était vraiment difficile. Je dirais je pense que le plus gros défi, ça a été de continuer à avancer sans abandonner et au travers de toutes les épreuves que j'ai eues, tu sais, ça fait quand même longtemps que je suis là-dedans, je dirais, tu sais, il y a du monde qui
m'ont volé de l'argent, il y a du monde qui m'ont fourré, excusez l'expression, là, tu sais, faut pas que tu sois trop gentil non plus. J'ai appris à pas être trop fin puis pas faire trop confiance à tout le monde. Ouais, ça a été la plus grosse épreuve de passer aussi. C'est sûr que tout ça, ça m'a mené à un burn-out, une dépression, de sortir de ça tout seul puis de continuer. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Fait que c'est pas mal ça. Je pense que ce serait mon plus gros défi. Tu penses que d'avoir vu tes parents plus jeunes, un peu dans... Ça devait pas toujours être facile, là? Non. Puis de les voir tout le temps persévérer, ça t'a aidé plus tard dans ces moments-là, justement? Je sais pas. moi, je sais pas, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, j'étais quand même jeune, là, puis moi, tout ce que je voyais, c'est que ça me faisait vraiment chier de travailler. On était obligé de travailler. J'avais pas nécessairement une enfance. Je parle comme si j'étais un enfant battu. J'étais pas un enfant battu, là, mais je veux dire, disons que j'allais pas chez mes amis, j'allais chez des amis des fois, mais je veux dire, je faisais pas le party, je sortais pas, là, ma mère était très stricte, puis fallait qu'on aide, puis je faisais la vaisselle, je m'occupais de l'auberge, je faisais le ménage. Tu sais, comme, moi, je voyais plus ça comme ça m'énervait vraiment. Fait, je sais pas si ça m'a vraiment encouragée à aller plus loin, mais j'imagine que ça m'a renforcé, veux pas, indirectement, puis ouais, probablement, je sais pas. En rétrospect, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu penses que ça a été... Moi, j'ai grandi dans une famille comme ça où mon père était dans un commerce à côté de la maison, puis on était tout le temps là. Bon, on se comprend. On se comprend. Fait que j'ai vécu c'est quoi pour prendre des vacances, ouais. Tout ça. Mais en rétrospect, pas de mon côté, ça a été un avantage dans ma vie parce que j'ai appris à mieux gérer l'entrepreneuriat. Tu sais, mon père, c'était non-stop, c'était pas de vacances, puis on prend des vacances, c'est stressé, puis pas trop longtemps. Ouais. À un moment donné, tu vois, ça prend un équilibre. Ouais. Ben, ça, je le savais, mais en même temps, tu sais, au début, c'est dur de le faire parce que, bon, t'es tout seul, tu sais, j'étais tout seul à travailler. Au début, tu peux pas le faire. Non, c'est ça. Comme tout le monde. C'est tout le monde. Mais là, je commence, après toutes les années, à un peu plus tu sais, j'ai pas pris de vacances comme je pourrais, là, mais dans le sens que j'ai d'autres contraintes à la maison, comme des furets. qui sont vieux puis malades, puis là, c'est compliqué de m'en aller. Fait que, en tout cas, d'ici l'année prochaine, j'imagine, ils vont tous être malheureusement décédés. Mais à ce moment-là, je vais plus me permettre, tout ça pour dire que je commence un petit peu plus à me dire, OK, là, je me sens moins mal si je me dis, OK, aujourd'hui, c'est quoi? Je prends pas 3 semaines de vacances dans l'année, mais aujourd'hui, ça me tente de prendre du relax. Je suis comme, c'est rare que je fais rien pour de vrai, mais tu sais, comme, je vais aller m'entraîner ou je vais faire de la cuisine pour le fun, je vais m'amuser, tu sais, juste comme, mais avant, tu sais, j'étais comme, oh non, là, mon Dieu, j'avance pas mes affaires, tu sais, inconsciemment, tu stresses parce que tu penses que tu fais pas avancer, puis là, tu devrais faire tellement de choses pour faire avancer la business, puis t'es comme, mon Dieu, je fais rien, tu sais. On est tous pareils. Ouais, c'est ok, ça. c'est bon. Je te rassure là-dessus. C'est bon. Je te rassure, si tu fais rien, on est une génération comme ça, en plus. Ouais. Si on fait rien, on sent qu'il y a rien qui se passe. Ouais. Est-ce que, quand tu regardes ça, t'as-tu été entrepreneur toi-même? Ouais. Tu dis, ouais, c'était pas facile d'être nécessairement grandir là-dedans. Est-ce que ça t'inquiète peut-être d'un jour devenir parent dans ce contexte-là? D'imposer ça comme ça? Ouais. Comment moi j'ai grandi? Ouais. Ben, tu vois, la différence, c'est que moi, mon entreprise, c'est, je gère tu sais, c'est pas comme dans la maison. Ça fait peut-être une différence. Ben, en fait, mon bureau est à la maison, mais dans le sens que, tu sais, la production se fait plus chez nous. Il y a, tu sais, comme, il y a peut-être moins un grand danger, il y a moins de choses à faire au day-to-day. Je pense pas que si j'avais des enfants, mais par contre, j'imposerais un peu, tu sais, je trouve que maintenant, beaucoup de jeunes, ils sont paresseux, ils savent rien faire. Oui, au niveau dans le fond, la discipline des parents est importante. Oui, mais jusqu'à un certain point. Ouais, non, c'est comme, ils participeraient à la vaisselle, ou ils feraient leur ménage, ramasseraient leur, tu sais, mais maintenant, je trouve que des fois, tu vois des affaires ridicules, là. Mais non, je pense qu'il y aurait un entre-deux, mais je pense pas que ça serait aussi extrême. En attendant, c'est les furets. Ouais, en attendant, c'est moi qui m'occupe des furets, c'est eux, ils m'aident pas bien. J'étais au Vermont récemment chez Ben & Jerry, qui est une compagnie que tu connais peut-être, qui a une bonne philosophie d'entreprise également. Puis il y a un cimetière des saveurs là-bas. Ah ouais? Je sais pas si tu savais. Non. Tu vois, à l'extérieur, c'est un cimetière où toutes les anciennes saveurs sont là. OK. Y a-tu un cimetière des saveurs chez Chronobar? Des choses que t'as essayé, t'as dit, écoute ça, là, non, ça n'a pas marché ou c'était pas la meilleure idée, celle-là? Ben, j'ai un produit qui va être, en fait,
Là, je viens juste de changer mes saveurs. Ça fait, depuis le mois d'avril, ils sont disponibles. Le nouveau, on a changé le packaging. Ben, ça se ressemble, on a fait des modifications. C'est sûr qu'après 8 ans, il faut innover un petit peu, il faut se mettre à jour. Le packaging a changé un peu. J'ai passé de 6 saveurs à 9. Par contre, j'en ai complètement enlevé une, puis j'en ai rajouté 4. Puis il y a quelques modifications dans les saveurs existantes. Par contre, celle que j'ai enlevée, c'était coconut chocolat, de la barre de protéines. Pour le vrai, ça marchait quand même bien au début, mais je trouvais que mon manufacturier avait de la misère un petit peu avec la stabilité de la constance du produit au niveau de la sécheresse. C'était une barre de protéines avec 16 grammes de protéines. Fait que plus il y a de la protéine, plus il y a de la poudre, plus ça risque d'être sec. T'sais. Fait que des fois, elle était super bonne, des fois, elle était plus sec. Fait que là, il fallait que j'en enlève une des deux. C'était poire chocolat, c'était mon meilleur vendeur, fait que c'est sûr, je l'enlevais pas. Fait que j'ai enlevé coconut chocolat. Puis, mais je pourrais pas te dire que c'est parce que ça marchait vraiment pas que je l'ai enlevé, mais c'est juste qu'il fallait trancher, puis il fallait faire de la nouveauté. Fait que j'ai enlevé celle-là pour ajouter avocat chocolat qui a pris sa place. Puis un peu plus comme trendy, là, les avocats, ça commence à être... ça fait longtemps que tout le monde connaît ça, là, mais je veux dire, tu vois un petit peu plus surtout dans le vegan, puis ça, tu vois beaucoup les avocats. Sinon, un autre produit que je voulais faire qui a pas tant marché comme je voulais, c'était mes bouchées aux betteraves. L'idée était quand même vraiment intéressante, mais en fait, ça a été vraiment, je dirais que ça aussi, ça a été un côté dur de la business qui m'a coûté vraiment, vraiment cher. J'ai perdu, je sais pas, personnellement, peut-être 60 000 $ là-dedans. Ça va avant ça déboucher. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, le concept était bon, mais c'est juste que ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait le R&D au laboratoire, puis on est arrivé à une recette qui faisait mon affaire, puis mon but, c'était d'arriver à un certain nombre de nitrates par bouchée, parce que là, les gens, avec la mode de la betterave, là, ils veulent avoir tant de nitrates pour la performance. Donc là, je voulais 100 mg de nitrates par petit carré, puis là, on avait une poudre qui faisait ça. Puis là, quand on est arrivé pour faire la production, c'était un petit peu l'erreur du fournisseur d'ingrédients. Il t'envoie des échantillons pour que tu fasses ton développement, ta recherche-développement. Puis ensuite, on a reçu la palette de poudre de betterave, puis était comme vraiment différente que ce qu'ils nous avaient envoyé pour faire le développement de produits, tu sais. Puis là, moi, je l'avais pas vu, puis eux, ils ont fait la production. Puis là, moi, je me souviens quand je suis allée chercher la production, j'étais comme ça ressemble vraiment pas à qu'est-ce que je voulais, tu sais. Puis là, je me suis mis à paniquer, on venait de produire 50 000 carrés. J'étais comme oh my god, tu sais, il va falloir que je paye ça, mais c'est pas ça que je veux, je peux pas vendre ça. Fait que... Tu veux pas le vendre, pourquoi? C'était pas bon. C'était pas bon? Bref, ça goûtait très fort la betterave. En fait, la poudre qu'on avait reçue était tellement différente que était beaucoup plus terreuse comme goût, puis beaucoup plus fibreuse. Puis là, le fournisseur de poudre, il a dit ça dépend des lots des betteraves. On garantit pas le... Comment ça, on garantit pas, là? On garantit pas le... Tu sais, tu viens de m'envoyer un produit pour faire mon développement, puis un mois après, tu me renvoies une affaire complètement différente, tu sais. En tout cas, fait que ça a été... Je l'ai jamais vendu, ça a tout pris le bord des poubelles, malheureusement. Est-ce que tu as failli dire, écoute, on laisse... Parce que là, c'est un choix d'entrepreneur, dire, écoute, j'envoie ça aux poubelles, ça me coûte 60 000 $. Ou je l'essaye. Ou je l'essaye. Ben, j'avais pas le choix. J'avais pré-vendu un peu déjà. Fait que j'ai livré un peu parce que j'avais pré-vendu. Mais tu sais, j'ai presque rien... J'ai pas poussé, là, je voulais vraiment pas pousser. J'ai livré un peu... Est-ce que tu as eu des repeats? Est-ce que tout le monde a redemandé Pas nécessairement. Okay. Puis j'ai vraiment pas poussé. J'étais comme mal à l'aise un peu. Fait que j'ai mis ça de côté. Puis on a retravaillé un petit peu la recette pour essayer de s'ajouter à la poudre qu'on avait reçue. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu rentres dans un COS qui était quand même assez dispendieux. Puis on a fait le mieux qu'on pouvait. C'était beaucoup mieux, mais avec le temps, le produit, il raffermissait rapidement, puis le goût de la betterave devenait vraiment fort, tu sais. Fait que ce qu'il aurait fallu faire, c'est mettre beaucoup moins de poudre de betterave, puis plus de purée de fruits, mettons. Mais ça aurait été moins concentré en nitrate. Peut-être que les gens auraient acheté pareil, je sais pas. Mais ça c'était pas ce que tu voulais. Ben, ça aurait sûrement été beaucoup meilleur au goût, puis ça aurait été meilleur de ce que je voulais, mais puis là après j'ai trouvé un autre fournisseur de poudre qui me garantissait la constance dans le produit puis qui était tellement meilleur, mais qui coûtait 4 fois plus cher. Ouais. Fait que là, j'ai ça, déjà j'étais à côté dans mon cost de produit, c'était impossible, tu sais. Fait que tu sais, il a fallu que je change 2 fois le packaging. Mais j'ai modifié la recette, il fallait que je refasse des étiquettes, il a fallu, tu sais, ça m'a coûté vraiment cher, c'est un je te dirais qu'il est dans le cimetière, celui-là. c'est un produit qui m'a donné mal au cœur, m'a fait pleurer. Ouais. Qui est-ce qui, souvent, puis je lisais encore un livre là-dessus aussi hier, qui est un livre de Ray Dalio qui s'appelle, je me donne mémoire, ça va venir tantôt, mais bref, ce qu'il disait, les créatifs, des fois, moi je suis comme ça aussi, je suis un créatif, il disait, faut que tu apprennes à
à screener tes idées à travers d'autres personnes, puis d'écouter leur feedback par rapport, parce que tu penses tout le temps que c'est une bonne idée que t'as, puis quand tu passes dans le fil de quelqu'un d'autre, c'est pas tout le temps une bonne idée. Non, c'est ça. Ça t'arrive-tu, ça? Bonne question. Je dirais qu'à date, j'ai quand même été chanceuse dans les saveurs que j'ai faites. C'est quand même ma force d'arriver à développer quelque chose qui goûte bon, qui arrive à part les bouchées aux betteraves. Mais soit dit en passant, qui était très performante. Ça fonctionnait super bien comme produit, mais c'est juste que le goût était pas comme fantastique, t'sais. Mais au niveau de l'effet, l'effet était là, tu sais. C'est ce qu'on voulait donner aux auditeurs, c'est les bouchées de betteraves. Il y en a plus les passer là. Il y en a plus. Ouais, ils ont tout enterré. Mais à date, tu sais, les idées que j'ai eues, ça a toujours quand même très bien marché, en tout cas de ce que j'ai mis en marché. Mais est-ce que tu es prêt, dans le fond, j'imagine que tu vas les tester auprès des gens, auprès de toi, pour savoir? Ouais, un peu. Puis du monde va être assez critique de dire ça. Je teste, mais pas tant que ça. Je teste, mais je veux dire, pas comme auprès de 1000 personnes, tu sais, c'est... L'entourage proche. Mes ambassadeurs ou des choses comme ça, tu sais. Puis c'est surtout moi, en fait, qui va décider là, si oui ou non j'aime ça. Si j'aime ça, là, je vais faire tester à d'autres mondes, tu sais. Mais si je peux pas tester à super grande échelle. C'est difficile d'avoir des commentaires négatifs. Non, ben oui, négatif. Oui, négatif, mais très honnête, c'est par rapport, tu dis, donne une barre à quelqu'un, tu peux-tu tester ça pour moi? Ouais. Puis il va dire, elle est bonne, tu sais. Mais dans le fond. C'est dur. Si lui, il va nous dire la vraie chose, c'est moi. Exactement, tu sais, parce qu'il sent obligé de dire, écoute, ta barre. Ça va dépendre des personnes, mais tu sais, si je demande vraiment comme, OK, sois honnête, là, qu'est-ce que t'en penses? Si moi, j'ai un doute par rapport à la texture, tu penses les gens, normalement, ils sont, je pense, sont assez honnêtes. Ça m'est déjà arrivé que le monde dit, je pense peut-être ça un petit peu plus de travailler, mais je pense que c'est vraiment moi la personne la plus difficile, là, la plus critique, là. C'est comme, je suis toujours en train de checker, des fois ils produisent, puis là, je goûte le lot, je suis comme, il y a un petit quelque chose, là, que vous n'avez pas fait de correct, mais tu sais, c'est des détails que la majorité du monde va même pas se rendre compte. Mais moi, on dirait que c'est ma phobie qu'ils sortent un produit puis que là je suis comme oh mon dieu c'est pas ça que je voulais, tu sais, puis j'ai eu trop de mauvaises expériences avec les trucs aux betteraves. J'ai les cauchemars la nuit, c'est naturel. Je pense que tu fais aussi des recettes là des fois avec avec les produits. Avec les produits, les bars, c'est intéressant ça. Ouais, on en a mis une coupe sur le site web. Puis c'est ça, là en plus que c'est sûr que là quand j'avais les 6 saveurs, là je commençais à être un petit peu comme à court d'idées, mais là on vient de sortir plein d'autres saveurs, fait que là je vais pouvoir me remettre à trouver d'autres idées avec les nouvelles saveurs. Dans le fond, c'était, je sais pas si t'avais vu, là, exemple, j'avais fait une brioche avec la barre abricot canneberge avec une pâte sans gluten, puis plein de trucs là, une croustade aux pommes aussi avec la base abricot. D'autres façons de consommer les produits de façon originale. Là. Ah cool. Intéressant. Ouais. On parle beaucoup du why ces temps-ci. Pourquoi tu es une entreprise? Pourquoi tu fais quelque chose? T'as-tu réussi à établir clairement le why, le pourquoi de ton entreprise? Pourquoi tu fais ça? D'où c'est venu? C'est quoi ton plaisir à travers ça? C'est drôle parce que j'ai une discussion par rapport à ça il y a comme 3-4 jours avec la fille qui s'occupe de mon marketing puis de mes médias sociaux. Puis là, elle voulait que j'aille parler justement un déjeuner, je sais pas quoi d'affaires, là. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je vais dire, tu sais? Elle t'explique pourquoi. Puis j'étais comme, là, elle m'a fait réfléchir. Puis là, je me dis, ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu sais, je pense qu'encore une fois, quand t'es tout le temps dedans, tu vois pas vraiment pourquoi, puis où tu t'en vas, mais avec du recul, puis quand les autres t'en parlent, tu réalises certaines choses, tu sais. Puis je te dirais qu'au début, j'avais pas de plan d'affaires. C'était pas nécessairement la meilleure des idées, mais moi, je suis partie, puis moi, j'étais la créatrice. Je suis partie, je fais des trucs, je les ai vendus moi-même aux petites épiceries sur Mont-Royal, tout ça. Puis ça a grossi. Puis, dans le fond, j'ai juste déboulé là-dedans, puis je me suis pas vraiment trop posé de questions. Je me suis dit, je peux pas arrêter, c'est commencé, tu sais. Mais la seule chose qui était claire pour moi, c'était que j'allais offrir des produits 100% naturels, puis, tu sais, santé, dans le fond. Fait que, dans le fond, c'était vraiment... Pourquoi? C'est vraiment pour répondre à un besoin pour offrir quelque chose de qualité aux gens, pour la santé puis tout ça, puis qui goûte bon. Parce qu'il y en a plein de produits qui sont plus santé, mais ça goûte le carton, je m'excuse. Ils sont pas toutes bonnes. Tu pensais-tu que ça allait venir aussi gros? J'espérais. Pour de vrai, c'était difficile là, quand j'étais seule longtemps. Comme maintenant, je te dirais depuis quelques mois, oui, puis c'est loin d'être encore super gros, là, mais je veux dire, mon but, c'est que ça devienne de plus en plus gros. Là, j'y crois plus, mais avant, je sais pas que je croyais pas, mais
disons, j'essayais de pas trop y penser parce que je savais pas trop comment j'allais m'y prendre parce que j'étais toute seule à tout faire. Mais, ouais, c'est pas mal ça. Comment t'expliques que toi, tu sois placé naturellement autour de toi? Ben, pas naturellement, pas facilement. Non, mais comment avec le temps. Parce qu'en fait, en course, souvent, surtout sur de la courte distance, tu vas être obligé de visualiser un peu ta course, pour voir comment ça va se passer. Puis en business, c'est un peu pareil, faut que tu te vois déjà où tu veux être. Tu vois, moi, mon meilleur scénario, c'était quand je faisais tout, puis il y avait plein de choses qui m'énervaient de faire, puis j'avais pas le choix de le faire, c'était qu'un jour, je sois juste comme la personne en charge de créer des nouveaux produits, l'image de marque, puis c'est pas mal ça. Puis que je me tape pas tout le reste. Puis là, je me dis, bon, OK, je rêve en couleur. Avec toutes les épreuves que j'ai eues, puis des mauvaises expériences avec des associations, avec des gens on and off, là, je me dis, bon, ça arrivera encore moins, tu sais. Mais, tu vois, je pensais plus tant, mais jusqu'à pas longtemps, l'automne passé, je me suis fait offrir quelque chose qui était exactement, tu sais, la personne venue me voir, dit, ben moi, je verrais ça comme ça. Tu sais, comme toi, t'es importante, t'es l'image de marque, les gens connaissent tes produits à cause de toi, puis ils aiment toi, ils aiment le produit aussi à cause de toi, tu sais. Fait que moi, je voudrais que tu fasses ça, puis nous autres, on sait comme ça, c'est ça que je t'offre, puis c'est comme, OK. Dans le fond, c'est comme ce que j'aurais toujours voulu avoir, puis c'est comme arrivé, mais ça a été vraiment long. Puis si t'aurais un message à transmettre aux jeunes qui veulent se partir en affaires, qu'est-ce que tu leur dirais? De se faire un plan d'affaires. Sachant tout ce que tu sais aujourd'hui. Ben, je te dirais, c'est sûr qu'un plan d'affaires, ça aide, là. Même si j'en ai jamais fait un, puis... Ça aide, mais est-ce que tu penses... c'est pas, je suis pas à la lettre, mais c'est juste que... Faut que t'aies une idée où tu vas aller. Bien, mais je pense que aussi, c'est de s'entourer des bonnes personnes, tu sais. Ça fait un peu quétaine de dire ça, là, mais c'est vrai pareil, tu sais. C'est ça, comme je l'ai dit tantôt, j'ai eu des mauvaises expériences avec des partenaires. Puis t'as appris à la dure. Ouais. Puis tu sais, comme je pensais de pas faire confiance trop vite à des gens, puis de vraiment s'entourer de j'ai plein de monde, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour ça, puis l'enfant il faisait rien. Fait que tu sais, c'est de pas trop écouter les gens qui parlent trop puis qui font rien, puis de s'entourer des bonnes personnes, je pense, avant de, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des moments difficiles. Ouais. Tantôt, t'as parlé de dépression, puis j'apprécie que tu aies ouvert ce sujet-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui en parlent ouvertement. C'est un peu tabou. On a des bouts de tough à un moment donné, puis c'est pas une dépression, je suis fatigué. Tu sais, c'est tout le temps la même affaire. Je suis très fatiguée. Très fatigué, je suis épuisé. T'es comme, bon, OK, il est pas juste fatigué. Puis sans rentrer en détail, peux-tu parler un peu de cette période-là, mais surtout comment tu as réussi à te remettre en action, parce qu'à un moment donné, tu sais que tu es tout seul, puis si tu lâches ça, là, il n'y a rien qui se passe. Là, fait que, comment tu vois cette période-là qui a sûrement été... Je te dirais que ça a commencé en 2011-2012 plus, que c'était plus... en fait, c'était dur un peu avant, on and off, tu sais, mais ça a commencé à être beaucoup plus difficile vers 2011-2012, puis c'est arrivé que... En fait, j'étais exaspérée, j'étais juste tannée de tout, mais j'avançais pareil, je faisais le minimum de ce qu'il fallait que je fasse pour avancer puis répondre aux commandes, puis juste comme... Mais en même temps, dans ma tête, je me disais... j'arriverai jamais, je ferai pas assez pour rendre ça à un niveau supérieur, tu sais, j'arriverai jamais tout seul, mais j'essayais de pas trop m'attarder à ça puis juste faire le day-to-day. Mais en même temps, bon, c'est ça. Puis alors, je m'entraînais encore pour le 800 mètres dans ce temps-là, juste avant d'arrêter. En fait, je venais d'arrêter. Puis on s'entend que l'entraînement aussi, le surentraînement, ça vient aussi user tes glandes surrénales, qui viennent aussi avoir un impact sur ton système hormonal, qui viennent aussi... Bon, c'est ça. C'est un cercle vicieux. Fait que dans le fond, moi, ma porte de sortie pour me sentir mieux, c'était d'aller m'entraîner. Puis là, je m'entraînais intensément. Je faisais des entraînements plus difficiles, l'acide lactique, tout ça. C'était dur au système nerveux. Mais là, je me sentais mieux, mais pas longtemps après, tu sais, ça recrachait. Fait dans le fond, je faisais juste remplir toutes les affaires. Il a fallu juste j'arrête. Mais quand t'es là, tu peux pas, tu sais, c'est comme ta bouée de sauvetage. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je vais chez mon médecin, puis pour pas ça, tu sais, juste pour un autre problème. Puis là, elle me dit, puis parce qu'elle me connaissait, elle me dit, puis comment ça va, Chronobar, non. Puis j'étais comme, pas un autre, là. J'étais comme juste, je voulais pas parler de Chronobar, là. J'avais comme un moton instantanément dans la gorge. Puis là, je me suis mis à pleurer. Puis là, elle me dit, y a dit quelque chose qui va pas? J'étais comme, non, là, ça va, tu sais. Puis là, elle dit, tu pleures souvent comme ça? Je suis comme, 4-5 fois par jour, tu sais. Elle était comme, OK, ben, là, ça fait-tu plusieurs semaines? Puis comme, ben, quand même plusieurs années, tu sais. Puis là, elle était comme, OK, là, ça marche pas, tu sais.
Là, je m'en doutais, tu sais, mais j'essayais toujours de m'en sortir d'une façon, je sais pas, tout seul, là, de faire quelque chose, puis il y avait rien qui marchait, là. Fait que, bref, j'ai été obligée de prendre des antidépresseurs, évidemment. J'en ai pris pendant 2 ans. Après, j'ai arrêté. Parce que je savais que le problème était pas là. Il y avait d'autres choses en arrière au niveau santé qui avaient fait crasher tout ça, puis il fallait régler d'autres choses, tu sais. Puis là, j'ai trouvé d'autres médecins qui m'ont dirigé vers d'autres affaires, puis j'ai fait des bilans hormonaux. Puis là, ils ont vu que, c'est ça, tout était crashé. J'avais plus de progestérone, j'avais presque pas l'estrogène. Mon niveau de cortisol était comme de même. C'était supposé avoir une courbe, là, le matin, plus élevée, mais moi, c'était comme ça tout le temps. Il y avait plus rien qui marchait, puis j'étais tout le temps blessée aussi dans ce temps-là. Mon corps était plus capable, j'étais surinflammée, tu sais, il y avait plus rien qui marchait. Fait que, bref, il a fallu que je prenne un temps d'arrêt. J'ai eu des remplacements hormonaux pour m'aider à rebalancer puis tout ça. Ça a pris 1 an. C'est long, les hormones. Ça a pris 1 an et quelques pour que ça soit mieux. Puis, tu vois, là, ça va mieux, mais ça a pas été facile. C'est sûr que dès que j'ai eu les antidépresseurs, ça m'a comme, tu sais, ça m'a empêché de descendre plus bas. Puis là, j'ai été capable de plus fonctionner dans le travail. Mais avant, mon Dieu, je pleurais souvent. Là, je pouvais comme juste être déprimée puis triste sans aucune raison. Puis là, le téléphone sonnait pour le travail. Puis j'étais comme, OK, je répondais, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les gens de l'extérieur, ils pouvaient juste pas s'imaginer. Tu sais, c'est souvent comme ça. Là, de l'extérieur, les gens, ils peuvent pas s'imaginer que t'es comme ça. Puis après, là, tu raccroches, tu retournes dans la réalité. Ouais. Mais non, dans le fond, je sais pas nécessairement été chanceuse, mais tu sais, c'est sûr que ça aurait peut-être plus mal viré, mais je m'en suis sortie juste à temps, j'imagine, puis j'ai traîné ça longtemps, là, mais j'imagine encore une fois, t'es tough, avec l'entraînement, t'es habitué de passer au travers, t'endures beaucoup. Ouais, c'est ça, t'endures beaucoup, peut-être trop des fois. Ah, mais là, j'ai appris de ça. Quand je sais que quand je me sens un peu plus fragile, je suis comme, oh, OK, non, attends. Comme, c'est quoi le plus, maintenant? Ouais. Écoute, j'apprécie que tu parles de ça ouvertement parce que c'est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs, puis personne n'en parle ouvertement, puis c'est comme, tu sais, justement, un entrepreneur, là, ça se couche pas à terre. Non, c'est comme tout le temps de bout. C'est la honte. C'est ça. Puis à un moment donné, ça marche. C'est juste comment tu t'en rends compte. On passe tout par là, à un moment donné, que t'es épuisé, mais tu sais pas c'est quoi, tu sais. Puis ça affecte tout un peu autour de toi. Ça affecte ta business, tes employés. Fait que j'apprécie de t'en parler parce que je pense que tout le monde va se sentir moins gêné peut-être d'en parler. Je pense plus ouvert d'en parler puis se sentir plus à l'aise. Écoute, ça arrive à tout le monde finalement. Je suis pas tout seul là-dedans. Non. C'est pas mal. Souvent le monde il pense que ça arrive à t'es fou, parce que t'es fou, tu sais. Ose pas ça, ça se peut pas. Tu peux pas, je suis juste fatiguée, mais tu peux être fatiguée une couple de jours. Non, là c'est ça. Non. Pas des mois, tu sais. Non, c'est ça. Bon. Dis-moi, t'es dans la nutrition. Qu'est-ce que tu penses des différents... C'est quoi ton avis sur les différentes tendances qui régiment, que ce soit paléo, que ce soit vegan? T'as-tu toi-même... Elle doit avoir la question souvent. T'as-tu ça souvent comme question? Non, la question que j'ai le plus souvent, c'est t'es végétarienne, mon Dieu, c'est où tes protéines? ça c'est la question classique, là. En fait, je le savais pas, mais je te pose la question, c'est quoi ton optique sur ces différents régimes-là? Ouais. C'est sûr qu'il y a une grosse tendance vers le végétarien. Pour différentes raisons, je pense, mais au niveau aussi de la disponibilité des protéines, justement. Tu sais, tout ce qui est protéines bovines, tout ce qui est, c'est juste dans le futur, va être peut-être moins disponible. C'est ce que le monde dit un petit peu. C'est quoi ton avis sur tout ça? Moi, la raison pourquoi moi je suis végétarienne, c'est un peu pour l'environnement aussi, parce que mais à la base, ça n'a pas été la première raison. Tu sais, c'est sûr qu'après, il y a tous les documentaires qui sortent par rapport à ça. Tu sais, tu dis, OK, l'industrie bovine, c'est l'industrie qui pollue le plus au monde quand tu y penses, tout ce que ça implique. Je dis, OK, ouais, c'est sûr que c'est un bon move d'essayer de manger de moins en moins de viande. Par contre, moi, à la base, c'était vraiment une question d'éthique. Je suis une fan des animaux, là. Je pense que vous l'avez compris déjà. Puis, tu sais, j'ai pas toujours été végétarienne. Ça doit faire, je suis pas sûre, là, peut-être 7-8 ans. Puis, vers la fin, je mangeais de moins en moins de viande. Quand j'ai grandi dans une famille avec ma mère, ma mère avait pas tant d'argent que ça, puis on était 5 enfants. Fait que, tu sais, de la viande, on en mangeait pas si souvent que ça. Donc, déjà là, j'en mangeais pas tant que ça. Fait que, tu sais, de moins en moins, je me suis mis à manger de viande. Je me dis, tu sais. Puis là, j'essaie d'acheter juste de la viande biologique à la fin. Au moins, parce que pour la santé, c'est pas mal mieux, puis au niveau éthique aussi. Mais ça coûtait super cher. Je me dis, tu sais, tant qu'à acheter de la viande 1 fois ou 2 par semaine, j'ai juste comme plus en manger, tu sais, puis en acheter. Fait que ça a été un peu ça. C'était vraiment une question de cruauté animale, puis question éthique. Puis après, tu sais, quand tu vois tous les documentaires qui sortent par rapport à l'environnement, tu dis, tu sais, c'est un plus, là, c'est. Fait que
moi, personnellement, tu sais, je respecte les gens, ils font ce qu'ils veulent, là, mais moi, j'essaie de... Tu sais, dans mes recettes, tout ça, c'est toujours un plus végétarien, vegan. Fait que j'essaie de prôner ça. C'est un peu aussi pour les produits. C'est sûr que moi, mes produits, tu sais, dans le végétarien, il y a beaucoup de soya aussi. Moi, personnellement, je mange pas de soya. À cause des effets, ce qui est connu sur les hormones, c'est tout ça ou? Ben oui, c'est les mauvais estrogènes puis tout ça, là. Mais tu sais, le soya, c'est un aliment aussi ultra OGM puis modifié. Qui est pas nécessairement c'est une source un peu aussi inflammatoire. Fait que, en tout cas, il y a beaucoup de controverses par rapport à ça. Les gens, ils font bien ce qu'ils veulent. Moi, je mange pas de soya. Puis, j'en mets pas dans mes bars. Tu sais, souvent, dans les produits vegan, tu vois que souvent, ils utilisent du soya comme source de protéines, parce que ça coûte vraiment pas cher comparé au reste. Puis, c'est concentré, c'est comme 80-90% de soya, de protéines. Ah ouais. Donc, tu peux en mettre moins pour atteindre ton taux de protéines plus rapidement, tu sais. Moi, c'était ça, j'en mettais pas. Puis, c'est considéré comme un allergène. Donc, on voulait s'éloigner de tout ça. Sinon, pour les autres régimes, bon, je sais qu'il y avait beaucoup la mode de l'affaire que tu manges juste les protéines puis du gras, là. C'est paléo, le keto. Paléo, ouais, le keto. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Moi personnellement, je pense pas que c'est nécessairement la solution. Moi, je pense que la clé, c'est d'être varié dans ton alimentation. Tu sais, moi, je pense qu'il va manquer de légumes puis de fruits à quelque part, là. Je pense que les fruits et les légumes existent pour une raison, là, qu'il faut les manger, là. Parce que juste manger de la viande puis du gras, puis du gras, j'en mange, mais je pense que c'est des bons gras, tu sais, comme de l'huile d'olive, de l'huile de coco vierge, des avocats, tu sais, plein de sortes, des noix, des affaires comme crues. C'est super bon, mais de dire que je vais manger juste du bacon puis je sais pas, là, un steak, là, c'est... Je pense qu'il va y avoir des carences en quelque part. Moi, je pense que la clé, c'est d'être équilibré puis de manger de plein de choses. Sauf de la viande. Parlant de... Et du soya. Parlant de ça, on parle de nutrition. Si tu avais un shake à te préparer à tous les matins avec des super aliments, si tu avais 5 choses à mettre dedans, qu'est-ce que tu mettrais dedans? 5 choses à mettre dedans. Tu peux en mettre plus si tu veux, mais minimalement 5. Ben, tu vois, ce que je vais dire, l'idéal, c'est de pas toujours manger la même chose aussi, parce que j'ai appris que quand tu manges toujours trop la même chose, tu peux aussi développer des intolérances à certains aliments, tu sais. Fait que, encore une fois, le but, c'est de varier. Que tu as enlevé de ton alimentation. Ouais, mais en fait, des fois, tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'étais intolérante la protéine le riz, tu sais, la protéine de riz, ben, j'en mettais tout le temps, je prenais beaucoup de protéines de riz, puis là, tu t'en manges tout le temps, puis à un moment donné, tu développes une petite intolérance, ça crée plus d'inflammation au niveau intestinal, tout ça. Fait que le but, à un moment donné, c'est de t'arrêter d'en prendre pendant un bout de temps, puis là, tu refais un peu ta flore intestinale. Puis, bon, après, tu peux réintégrer graduellement, mais le but, c'est pas de retomber comme une défoncée dans la protéine de riz, tu sais, faut doser. Fait que, des fois, quand je trouve un nouvel ingrédient qui se travaille super bien, je suis comme, oh mon Dieu, puis là, je vais en mettre partout, mais je suis comme, non, calme-toi. Il faut pas trop en mettre partout. Fait que, tu sais, je te dirais, c'est un chèque d'un mois, on va dire. Un chèque d'un mois, OK. Ben, la betterave, je trouve ça cool. En plus, ça amène un légume, ça goûte sucré en même temps, fait que c'est le fun. Ça amène plusieurs nutriments, ça se passe bien dans un smoothie. On a de la poudre en masse. Pardon? On a de la poudre. Ouais, de la poudre ou de la vraie, là, peu importe, là, si tu veux te salir les mains puis l'éplucher puis le mettre dans le Vitamix, là. Sinon, qu'est-ce que je mettrais d'autre? Ben, dans mes fruits préférés, j'aime bien les mangues, les fraises, quand elles goûtent bonnes. Des fois, elles goûtent rien. C'est plate un peu. Sinon, j'aime les graines de chia, j'en mettrais aussi. Ou j'aime bien la dernière découverte que j'ai faite, c'est la protéine de tournesol. Ça se travaille super bien. Puis ça goûte pas grand-chose. Fait que, tu sais, des fois, tu mets du chanvre ou de protéine de riz, des fois, c'est un goût plus désagréable dans le smoothie, mais la protéine de tournesol, ça se camoufle bien. Fait que ça, j'en mettrais sûrement pour la protéine. Ou sinon, j'aime bien les graines de melon. C'est un petit peu nouveau aussi. Tu commences à en avoir un peu sur le marché. C'est un apport, ces petites graines blanches. Ah ouais. Puis c'est un apport quand même élevé en protéines. De mémoire, c'est autour de 30 à 40%. Ouais. C'est quand même intéressant. T'sais. J'essaie de trouver des alternatives justement pour les protéines autres que la viande. Fait que je mettrais sûrement quelques fruits, puis c'est ça. Ou du kale. Ben, je suis un peu tannée du kale des fois. Fait que peut-être des épinards. Je sais pas. Quelque chose de vert. Puis la betterave. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des super aliments qui sont... Parce que c'est la dernière question sur la nutrition. Je veux qu'on parle d'autres choses après ça. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des super aliments qui sont overrated? Tu te dis, écoute, je peux pas voir que tout le monde embarque sur cette affaire-là. Les tendances qui sont comme... Bon, les belles goji, peut-être. Ouais. Je sais pas. Pour de vrai, moi, je trouve que ça goûte vraiment pas bon. Là, puis c'est toujours super sec. Là. J'ai jamais trop accroché là-dessus. Je sais que ça a été grosse affaire antioxydant, mais non.
c'est sûr qu'il faut en prendre puis en laisser, tu sais, c'est des modes, là. Ça vient, puis à un moment donné, comme la betterave, on n'entendra plus parler, puis, mais ça veut pas dire que c'est pas bon, c'est juste que je pense que, c'est ça, encore une fois, il faut savoir varier, puis, mais une affaire que moi, que j'aime vraiment, ben non, mais en fait, c'est vraiment pas bon au goût, mais ce que j'aime pour super aliment, en parlant de super aliment, c'est la chlorella en poudre. C'est comme un peu la spiruline, mais ça goûte un peu moins fort que la spiruline. Mais ça goûte quand même un petit peu, c'est un algue, ça goûte quand même le poisson, la mer. C'est vraiment, puis tu sais, en tant que végétarienne, c'est super bon. Il y a plein de vitamine B12. Il y en a qui disent que tu peux pas retrouver la B12 ailleurs que dans la viande, mais c'est pas vrai. C'est un super antioxydant, c'est 55% de protéines. Tu sais, en tout cas, c'est super le fun. Puis j'aime ça, prendre ça après l'entraînement. Justement, si t'as fait un gros training, je me mets une cuillère à soupe dans de l'eau, le bois, tu te bouches le nez si t'es pas capable. C'est pas super bon, là. Mais ça aide à éliminer les toxines aussi après l'entraînement, ça fait beaucoup d'acide lactique, tu sais. Puis ça t'apporte un petit peu de protéines, puis bon. Fait je trouve ça le fun. Ça, c'est un de mes super aliments préférés, je te dirais. Sais-tu, puis je m'excuse quand tu me parles de ça, puis ça me vient en tête, parce que c'est souvent l'impression qu'on a, c'est-tu compliqué d'être, parce que j'ai qu'Antoine Jolicoeur, que tu connais, c'est un athlète végétarien aussi. C'est-tu compliqué d'être végétarien? Et athlète. En fait, c'est pas végétarien, c'est végétalien. C'est encore, c'est une coche en haut. Fait que, comme je mange pas d'œufs ou de fromage ou de produits laitiers, c'est compliqué. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas à la base été élevé comme ça. Donc, les gens, ils peuvent pas s'imaginer, mon Dieu, je peux pas manger une cuisse de poulet à soir, qu'est-ce que je dois manger, tu sais. Mais c'est juste une question d'habitude, là. Puis, plus t'es créatif aussi en cuisine, ben, tu sais, plus c'est facile, je te dirais. Mais, tu sais, je ris tout seul. Ce serait compliqué. Mais tu sais, des fois, je fais des recettes, des affaires super fancy, là. Mais, tu sais, je veux dire, des fois, là, ça me tente pas, là, où j'ai juste pas le temps, je t'en ai, il est 9h le soir, j'ai curé, là, je me mets des bines, là, avec de l'huile d'olive, là, puis genre une salade, puis c'est super plein, là, mais tu sais, c'est juste fonctionnel. Mais je veux dire, tu peux pas juste manger tout le temps comme c'était au restaurant, là. Faut être réaliste, là. C'est ça. Mais dans le fond, ça reviendrait au fait que quelqu'un mangerait une cuisse de poulet avec une salade. Tu sais, ben moi, je me mets un tas de bines avec une salade, puis c'est super, c'est pas super beau là, comme dans l'assiette, mais c'est ça, c'est fonctionnel. Fait que c'est juste, c'est plus d'organisation. Une habitude. Ouais, c'est une habitude. Ouais. On sait que tu le vois dans 5 ans. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour d'ici 5 ans? Ce serait quoi ton idéal au niveau de ta compagnie puis au niveau de tes conditions physiques? Ma compagnie. Son sub 2h15. Puis d'accord. 2 minutes 15. 2 minutes. 2h15, t'as l'habitude de 2 heures, ouais, je marchais à 4 pattes. La compagnie dans 5 ans, bonne question. Je me pose pas cette question-là super souvent, mais c'est sûr que, tu sais, là, avec mon nouveau partenariat, c'est sûr que je veux que ça grossisse. Et vendre aux États-Unis, ben partout au Canada, c'est certain. Aux États-Unis, avoir percé les États-Unis aussi. T'es-tu présentement aux États-Unis? Non. Ben, on vend en ligne, là. J'ai quelques commandes qui vont vers les États-Unis, mais c'est vraiment pas mon marché principal, là. Mais c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça développer ça. Puis même en Europe aussi. Je pense qu'il y a un certain marché pour ce type de produit-là. Ça existe pas tant là-bas. C'est du type de qualité que moi j'offre, là. Je pense qu'il y a une demande pour ça. Je dirais c'est de prendre plus de l'expansion à l'extérieur du pays, puis de développer des nouveaux produits, et puis juste comme me la couler douce. Non, dans le sens que on dit tout travailler moins, c'est ce qu'on dit. C'est ça. Ou travailler mieux. Travailler mieux, ouais. Mais en fait, j'aimerais ça aussi comme faire d'autres choses on the side. Tu sais, je veux sortir un livre de recettes. Ça fait plusieurs années que je dis ça. C'est ça. Tu sais, comme faire d'autres que ça roule plus tout seul facilement, puis que moi je m'amuse à faire un petit peu d'autres projets connexes exactement, puis je m'entraîne. Je pourrais peut-être dire avoir un meilleur contrôle sur le chaos. Sur le quoi? Sur le chaos. Ouais, ça c'est certain. C'est ça l'entrepreneuriat. Ouais. Là, ça va, là. Il y en a moins de chaos. Jusqu'à la prochaine fois. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça nous amène vers les dernières questions. Ouais. Là, tu nous as fait savoir que tu lisais pas beaucoup. Fait non. que t'avais pas de livre à nous proposer pour nos auditeurs. Non, mais vous achetez un livre de recettes vegan. vous allez peut-être prendre goût à manger moins de viande. T'en as-tu un bon à proposer? Ben, quand je sortirai le mien. C'est bon, tu nous le dis. Si vous avez les machines, on met ça sur le site. Non, pour de vrai, tu sais, j'en ai reçu à Noël, en fait, c'est drôle, j'en ai reçu un à Noël. C'était une fille du Québec, là, je ne sais plus son nom, là.
Moi, j'aime ça. C'est rare que je vais suivre une recette à la lettre. Moi, j'aime regarder les images. Puis si ça m'intéresse, je lis un peu en diagonale. Puis je dis, OK, moi, je fais ça comme... Tu sais, je modifie, je fais ça comme ça, ouais. Fait c'était quand même un beau livre. Là. Il y avait des belles images, tout ça. Il y avait des belles images. Mais... Il y a le livre Plenty, qui a été un livre qui était... Tu connais ce livre? Non. Un livre qui était populaire dans la cuisine végétalienne, je pense, ou végétarienne, les deux. Mais c'est un livre qui était... Moi, je sais qu'il y a Here She Glows, je sais pas trop, là, aussi, là. Qui... Mais tu sais, quand je regarde, tu sais, c'est beaucoup des recettes qui sont très simples. Puis, ben, c'est bien. Une fois que tu connais les produits, t'as pas besoin de livre de recettes, j'imagine. Non, c'est ça. Puis, c'est comme, on dirait que des fois, c'est quasiment comme banaliser un peu la cuisine, dans le sens que si tu veux comme intéresser un carnivore à de la cuisine comme ça, je comprends, faut pas que ça soit trop compliqué parce que, bon, en même temps, ça ne tentera pas de faire toutes les étapes, mais faut que ça soit un petit peu excitant en même temps. Tu sais, si c'est trop banal, ils vont faire comme que je vais pas changer mon steak pour ça, tu sais. Fait que je trouve que des fois, les recettes vegan, j'aime ça avoir des affaires originales, là. Ça existe, il y en a, là, mais des fois, c'est un petit peu banal, je trouve. Avant la vraie question de la fin, j'ai une question pour toi qui m'a amené, parce que ça m'a fait réfléchir sur quelque chose. C'est quoi ton opinion sur les GMO? Ben... Parce que j'ai vu un reportage que j'ai fait récemment là-dessus. Ouais. Puis il dit, écoute, il y en a partout de ça, puis c'est pas la fin du monde. C'est là pour relever le goût des ingrédients. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas vu ton reportage, là, mais... Je pense, ben, je sais que j'avais déjà entendu que, bon, c'est ça, il faut pas paniquer trop avec ça parce que tout l'est un peu, là. Parce qu'il disait que c'est le syndrome des restaurants chinois. Parce qu'ils mettaient ça dans tous les restaurants chinois, c'est là que ça a commencé. Ben, le MSG aussi. MSG, c'est ça. Je pense que, moi, mon but, c'est de rester le plus, moins transformé possible, le plus naturel, tu sais. C'est sûr que le MSG, c'est pas quelque chose que je touche. Puis c'est quand il y a des ingrédients qui sont, tu sais, comme le blé, le maïs, le soya, tu sais, c'est des affaires qui ont été... Bon, tout le monde connaît Monsanto, là, tu sais, c'est sûr que de rester le plus loin possible de ça, je pense que c'est l'idéal pour la santé. C'est pas facile parce qu'ils ont un contrôle de plein des affaires. Fait que l'idéal, c'est si t'es capable de manger bio de l'été, d'avoir ton jardin ou d'essayer d'encourager les produits locaux. Justement, quand c'est la saison, pour être le plus clean possible, je pense que c'est la meilleure chose à faire, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux plus comme... c'est tellement compliqué. Il faut pas trop tu paniques avec ça, parce qu'à un moment donné, tu vas juste passer ton temps à paniquer, là, mais t'essaies de rester le plus clean puis le plus simple. Ouais, c'est ça. La dernière question, si t'avais une chanson sur le soundtrack de ta vie, de ta jeune vie, elle pourra changer quand t'auras 60 ans, mais là, ça serait quoi? Je sais pas, je sais que il m'avait envoyé cette question-là pour que j'y pense, puis j'étais comme, mon Dieu. J'écoute pas la musique. Ouais, c'est ça. Non, j'écoute la musique, mais pour de vrai, j'écoute la musique dans l'auto quand je conduis. Je mets la radio, mais j'ai pas de goût particulier. J'étais assez ouverte, là. J'ai... Quelque chose que t'aimes bien. Quelque chose que j'aime bien. C'est un artiste que t'aimes plus? Non, pas nécessairement. Tu sais, quand j'étais plus jeune, là, je pensais à ça l'autre fois, quand j'avais, je sais pas, là, 18, 19 ans. Quand je faisais mes compétitions, puis quand je m'entraînais, les warm-up, tout ça, j'avais mon Discman dans ce temps-là. Il sautait-tu? Non, il était pas super. Je l'avais dans ma main, puis là, je joguais avec. Là, je me souviens, quand j'étais allée au Jeux du Canada, j'avais mon Discman, puis là, je joguais avec pour mon warm-up, puis là, j'écoutais Limp Bizkit, tu sais. Ah ouais? Puis là, puis là, j'avais comme une couple de chansons que j'aimais, tu sais, puis là, mon Dieu, je pense même plus d'écouter ça, tu sais. C'est comme tu changes, puis, mais tu sais, ça me dérangerait pas de réécouter ça, mais c'est juste que je pensais à ça, justement. Je disais, il y avait des chansons qui me motivaient plus à me préparer pour ma course ou des choses comme ça, tu sais. Dans ce temps-là, c'était Limp Bizkit, mais ça veut pas dire que j'écoute juste ça, là. J'ai comme maintenant, je sais pas, je pourrais écouter je sais pas. J'ai pas vraiment de style particulier, là. C'est j'accroche ou j'accroche pas les chansons. Il y en a bien qui me tapent ses nerfs à la radio aussi, là. J'aime pas trop les affaires qui éteignent, je sais pas, non. J'ai pas de chanson comme telle qui résume ma vie, là. Je pense que ça dépend des moments. Ouais, ça dépend des moments, ouais. Cool. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir partagé ce que tu as partagé. C'était une belle entrevue sur un paquet de choses. Ben, je te souhaite bon succès pour la suite des choses en chronobord. Je te souhaite pas trop de défis. Non, juste assez. Juste assez parce que c'est agréable en entrepreneuriat d'en avoir aussi. Ouais. Pour les auditeurs, on va mettre un code promo pour pouvoir que vous puissiez expérimenter les chronobores. Si ce n'est pas déjà fait. Alors, s'il vous plaît, faites ça. C'est important. Ouais. Et puis, produit québécois. Ouais, produit québécois. Alors, merci beaucoup. Puis bonne continuité, puis on va se recroiser quelque part. Sûrement. Merci, machine.